Vous savez, en 90-91, ça a été le festival des médias mensonges et de la désinformation. Autour de la guerre d'Irak? Au cours de la guerre d'Irak, les couveuses volées dans une maternité, c'était bidon. Saddam Hussein avait provoqué une marée noire. Et Michel Chevalet sur TF1, présenté par Poivre d'Arvor, disait « Regardez Saddam Hussein, comme il est méchant, il a fait délibérément envahir le Golfe là par une marée noire de pétrole. » Vous pouvez déléguer l'histoire des bébés dans les couveuses? L'histoire des bébés dans les couveuses, c'était ceci. Ça se passait en novembre 90 et à une commission d'enquête dépendant du Congrès aux États-Unis, il y a une jeune fille de 15 ans qui vient témoigner en disant voilà, elle pleure toutes les larmes de son corps et elle dit j'étais infirmière à Kuwait City, la capitale occupée alors par les troupes irakiennes depuis 2-3 mois. Et je travaillais dans cette maternité, et un jour, les soldats irakiens sont venus, ils ont pris toutes les couveuses, il y en avait 32, et ils ont jeté les bébés par terre, et comme c'était des prématurés, forcément, les condamnés à une mort atroce. Et donc, voilà, les Irakiens, c'est vraiment une occupation épouvantable. Donc la jeune fille, son père, c'était qui? Et la jeune fille, donc... forcément, c'est une histoire qui a été popularisée, Mitterrand en a parlé, Bush en a parlé, Amnesty a fait des rapports, le vol des couveuses. C'était donc un argument de choc pour dire il faut aller écraser ce Saddam Hussein qui n'épargne même pas les bébés. Et après la guerre, évidemment, tous les journalistes, quand le Koweït est libéré de l'occupation, on va dire, tous les journalistes se précipitent à la maternité, on va avoir un scoop, on va avoir les confidences de tous ces médecins qui ont assisté à ça. Et les médecins disent « Nos couveuses, elles sont là. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé du tout. » La jeune fille était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, à l'ONU. Elle est à New York, pardon, à l'ONU. Elle était pas plus infirmière que vous et moi. Elle avait passé toutes les dernières années là, avec son père. Et c'était une totale mise en scène par une firme qui est de Public Relations qui s'appelle Hill & Knowlton. Il y en a toute une série aux États-Unis qui font ça. Et en fait, c'est quoi? C'est des firmes de com qui se chargent de donner une image positive à des gouvernements étrangers. Israël fait ça, l'Arabie Saoudite, oui, l'Afrique du Sud faisait ça au temps de l'apartheid, et le Koweït faisait ça. Évidemment, donner une image positive du Koweït, ce n'était pas évident, donc on a plutôt fait dans la diabolisation de Saddam Hussein et on a complètement fabriqué cette histoire des couveuses volées. Et ça, c'est un festival de médias mensonges que j'ai résumé dans ce bouquin. On était en 91. Oui, ça c'est le point de départ de mon travail là-dessus. Et après 91, vous êtes arrêté sur quoi? Mais après, il y a eu la guerre contre la Yougoslavie en 2 phases. D'abord en Bosnie, en Croatie, Bosnie, 91 à 95, puis en 99, la guerre soi-disant pour libérer le Kosovo, et en réalité pour détruire la Yougoslavie, qui était un pays indépendant, une armée indépendante qui ne voulait pas entrer dans l'OTAN, et un pays où il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, mais il y avait aussi des choses qui allaient pas mal, et notamment, il y avait une sécurité sociale importante, il y avait une sécurité d'emploi, dans les entreprises, les travailleurs élisaient leurs directeurs. Donc ça, quand les multinationales ont... quand il y a eu la chute du mur, la chute du socialisme à l'Est, la Yougoslavie était le seul pays qui résistait, qui ne se mettait pas à genoux devant les multinationales. Donc j'ai montré dans 2 livres, Poker menteur et Monopoly, le temps à la conquête du monde, qu'en fait c'était une guerre de recolonisation des zones qui avaient été perdues. Et donc moi je travaille sur ça. Sur ce thème-là, je n'avais pas prévu au départ de faire ça, mais le livre Attention Média a très très bien marché. C'était la première fois qu'on faisait une analyse critique de médias en Europe. Il y avait eu aux États-Unis Herman et Chomsky qui avait publié un bouquin qui m'avait inspiré, qui était très important, qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrication du consentement. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un genre de test média. Ils analysaient la couverture des 2 camps dans les grands médias des États-Unis, quantitativement déjà, et puis aussi qualitativement dans l'analyse. Et ça m'avait inspiré et j'avais décidé d'appliquer ça à cette guerre du Golfe en 90-91. Et après, comme ça a eu beaucoup de succès, beaucoup d'impact, les gens étaient très curieux sur justement est-ce que les médias me manipulent.
à ce moment-là, les États-Unis n'ont pas arrêté de me donner du travail, puisque à cette époque-là, on nous avait annoncé un nouvel ordre mondial, il n'y aura plus de guerre, etc. Et depuis, les guerres ne se sont pas arrêtées. Et donc, j'ai couvert ça, puis la Libye, puis d'autres. Et c'est devenu un peu ma spécialité de base comme écrivain, on va dire. Donc la propagande de guerre. La stratégie de guerre et la propagande de guerre. Donc la stratégie de guerre, qu'est-ce que vous pouvez me dire de Karl von Clausewitz? Oh, j'en suis pas un spécialiste, mais je vois que la guerre se déroule sur différents terrains. Et en fait, moi je dis toujours, la guerre ne commence pas par des bombes, mais par des médias mensonges. Et je pense qu'il y a maintenant, du côté des États-Unis, oui, surtout, une stratégie de guerre globale. La guerre se déroule en réalité face à l'ennemi direct, déclaré. On va envahir tel pays, pardon, on ne va pas l'envahir, on va protéger des minorités ou écarter un danger terroriste, ou voilà. Mais en réalité, il faut viser, pas seulement comme on le prétend les dirigeants de ce pays, il faut viser la population qui n'a pas forcément envie d'être colonisée ou recolonisée. Et puis il faut viser l'opinion publique internationale. Et donc pour que les États-Unis ou la France en Afrique puissent déclencher une guerre, le premier ennemi c'est l'opinion publique intérieure. Il faut absolument la neutraliser. Il faut l'empêcher de s'opposer à cette guerre. Parce que quand on regarde dans le passé, il y a eu beaucoup de guerres qui ont été arrêtées ou freinées par la résistance internationale. On est en 2016. Qu'est-ce que vous avez relevé en ce moment comme média mensonge? Sur les guerres, il y a deux choses. Un, on ressasse les médias mensonges des guerres précédentes qui ont pourtant été complètement démasqués. Et ça, c'est frappant. Sur la Libye, par exemple, que j'ai suivi, puisque j'ai été 2 fois là-bas pendant les bombardements, j'ai fait une enquête, j'ai fait un livre qui s'appelle « Libye, OTAN et médias mensonges ». Et là, moi, je disais à l'époque, c'est basé sur des médias mensonges d'origine, à savoir que Kadhafi aurait bombardé la population qui manifestait. C'est complètement faux, c'était une invention. 2, qu'il aurait envoyé des conteneurs de Viagra pour stimuler ses soldats pour violer en masse comme instrument de terreur de la population. Ça, c'est un classique. Les viols de guerre, c'est un classique de la propagande de guerre. Évidemment, quand j'ai été en Libye et que j'ai raconté cette histoire, ils m'ont rayonné en disant « Viagra, on ne connaît pas, nous c'est le gingembre ». Et c'était complètement bidon. Et ça, c'est au niveau des médias mensonges justificateurs. Et puis, j'ai dit à l'époque, dans les premiers articles, et puis après, il y a eu ce livre, j'ai dit, c'est une guerre, évidemment, pour le pétrole de Kadhafi, c'est une guerre pour les réserves très importantes. Il y avait 30 milliards de revenus chaque année du pétrole. Pour des pays en crise comme les États-Unis et la France, c'est un butin. J'ai dit, c'est l'or de Kadhafi qui est placé dans les banques des États-Unis et qui ne vont jamais rendre, et c'est pour empêcher Kadhafi de financer des projets de développement alternatifs de pays africains pour échapper au chantage des multinationales et du FMI. Et évidemment, on m'a dit c'est un comploteur, il voit le mal partout, bien sûr que les États-Unis et Sarko font une guerre humanitaire. Et maintenant, dans les emails révélés de Mme Clinton, elle dit oui, Sarko il faisait la guerre parce qu'il voulait le pétrole et il avait des accords pour Total. Et 2, c'est une bonne raison de faire la guerre à Kadhafi pour son magot, son or, quoi. Donc, l'or de Kadhafi, ça représentait combien? C'est des sommes très importantes parce que la Libye était je ne veux plus oser dire un chiffre, mais je l'ai mis dans mon bouquin, mais je suis mauvais sur les chiffres. Mais c'était très important pour une raison bien simple. La Libye était un des rares pays au monde sans dette. Oui, non, mais il y a ça. Non, mais certes, l'or, c'était intéressant. Moi, j'ai suivi l'aspect plutôt sur les fonds souverains, qui représentent beaucoup plus en masse de dollars, si je peux parler en termes de masse de dollars, que la réalité de l'or physique de Kadhafi. Oui. Je pense que le fonds souverain libyen d'investissement étranger était beaucoup plus important que Oui, absolument. D'accord, donc la Libye, ça s'est fait. La Syrie. Au niveau médias mensonges,
C'est quelque chose qu'on a suivi dans le site InvestiAction, et notamment en publiant les travaux, les enquêtes de Bahar Kimungur, qui est un Belge d'origine turque, mais de la communauté proche de la Syrie, et qui a suivi ce dossier en permanence. Et en fait, oui, on a eu, comme d'habitude, des médias mensonges pour justifier en fait une guerre qu'ils voulaient mener contre la Syrie, mais par des méthodes indirectes. Et les médias mensonges, c'était notamment de montrer des cadavres et des choses bien atroces, comme on fait toujours dans chaque guerre pour jouer sur les émotions du public, et de dire, voilà, c'est Bachar qui l'a fait. Et dans beaucoup des cas de photos qui ont été publiées, c'était l'inverse. Je ne dis pas que les troupes de Bachar ce sont des anges toujours. Il y a eu des atrocités, il y a eu des crimes, c'est incontestable. Mais très souvent, on montrait des photos en disant, voilà, les victimes de Bachar. Mais non, c'était des soldats tués par les rebelles, justement. Ça, c'est très frappant. Au niveau des armes chimiques, personne n'est des anges dans ce conflit. Mais il y a une chose qui est... Il faut toujours voir à qui ça profite, ce genre de choses. Le moment où ça se passe, c'est le moment où l'opposition rebelle est en grande difficulté sur le plan militaire. C'est le moment où la Syrie a accepté que vienne une mission de l'ONU, pour une mission de bons offices pour mettre fin au conflit. Et juste à ce moment-là, comme par hasard, sous les yeux des inspecteurs, Bachar aurait utilisé des armes chimiques à quelques kilomètres de l'endroit où ils sont. Donc ça, c'est un truc classique. En réalité, il y a eu beaucoup de documents des États-Unis, et notamment de Seymour Hersh, un journaliste d'investigation extrêmement important aux États-Unis, qui a beaucoup de confidences de l'establishment militaire, qui a dit non, non, ça c'est complètement bidon.